Et je redis ou dis, puisque les gens sont arrivés les uns après les autres. Donc, je suis Catherine Tostin-Desmas, membre du PCN Santé d'Horizon Europe. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, PCN, c'est Point Contact National. Alors, j'ai une toute petite présentation avant de laisser la parole à mes collègues de l'ANR. Je vais juste la partager. Ah merde, merci. Et merci de couper les micros, s'il vous plaît. Ce sera plus simple. Alors, je ne la retrouve plus, comme de fait exprès. Hop. Voilà. Normalement, vous devez la voir à présent. Et je ne vous vois plus. Donc, n'hésitez pas, en tout cas pour mes collègues de l'ANR, à me le dire. Et est-ce que vous m'entendez toujours? Tout à fait, Oui, très bien. Parfait. Donc, le PCN Santé, en deux mots, hein, qui sommes-nous? Mais je pense qu'un grand nombre d'entre vous le savez déjà. On est une cellule au sein du ministère de la Recherche pour vous aider à bâtir des réponses aux appels à projets du cluster Santé Horizon Europe. On fait le lien aussi avec les partenariats européens, et là, je fais moi-même le lien avec les appels à projets de l'ANR, puisque ces appels à projets transnationaux qu'on retrouve dans les partenariats européens, on y reviendra. On est une petite équipe de 4 personnes coordonnée par Virginie Sivan, qui est également représentante au comité de programme du cluster santé, et ainsi que Vania Rosas Magallanes et Roxane Brachet, qui est arrivée en septembre. J'ai remis les liens pour nous contacter, soit l'email ou LinkedIn, ou passer par la liste de diffusion que vous retrouvez sur notre site horizoneurope.gouv.fr. Et il faut aller chercher le cluster santé pour pouvoir s'inscrire sur la liste des diffusions. Et donc, je le disais, hein, on fait de l'information, de la sensibilisation, et on conseille les équipes au quotidien sur les opportunités de financement. En tout cas, on essaye de former la communauté scientifique et les personnels support en organisant des formations. On oriente quand peut-être qu'un appel à projet n'est pas forcément l'appel à projet par rapport à votre projet de recherche. Et ce que nous ne faisons pas, parce que c'est toujours intéressant de le savoir aussi, on n'aide pas au montage de projet, et nous n'effectuons pas de relecture de propositions. Après, on peut également réorienter quand vous avez une demande de partenariat, enfin de partenaire bien précis. Dans le cadre de notre réseau des PCN santé européen, on peut faire passer votre offre ou votre recherche de partenaire. Sans plus tarder, je laisse la parole à mes collègues de l'ANR. Je crois que c'est monsieur Bouvet qui va intervenir avant tout démarrage. Oui, merci Catherine. J'espère que vous m'entendez bien. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que bon, le planning il est dense, il y a beaucoup de présentations. Je voulais simplement revenir sur 3 points qui me semblent importants de resignaler ici. C'est d'une part un peu la spécificité de ces appels multilatéraux, donc il faut intervenir donc plusieurs équipes. Donc ça veut dire quand même des budgets plus importants que pour un projet collaboratif classique, que ce soit en bilatéral au sein de notre appel à projet générique ou en collaboratif tout court au sein de la France, des partenaires français. Donc je pense que c'est une opportunité vraiment intéressante pour tous les chercheurs français de rentrer dans ces consortiums multilatéraux pour vraiment faire des projets ambitieux avec des moyens globaux, hein, puisqu'il faut additionner
l'aide française aux autres aides des autres agences de financement. Donc, ça donne quand même des budgets importants pour ces projets multilatéraux. Deuxième point que je voulais resignaler, c'est que, alors si vous avez l'habitude de candidater à l'appel à projet générique, donc vous connaissez les différents instruments de financement, vous connaissez les règles d'éligibilité et d'inéligibilité. Et donc je voulais quand même resignaler ici que ces appels à projets multilatéraux, donc qui vont être présentés ici, sont hors appel à projet générique. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez déposé 3 projets en 2024 à l'appel à projet générique, eh bien, vous êtes encore éligible à déposer des projets dans ces appels multilatéraux. Ou si vous avez été coordinateur d'un projet 2023, vous savez que vous ne pouvez pas déposer un projet en tant que coordinateur à l'appel à projet générique 2024, mais vous pouvez être coordinateur dans ces appels à projets internationaux. Donc, je pense que c'est important de le rappeler, qu'il n'y a pas que ces appels multilatéraux ne rentrent pas dans les règles d'éligibilité des appels de l'appel à projet générique. Et ça m'amène au dernier point, je pense qu'il est important aussi de signaler, c'est que eh bien, on souhaiterait, et je pense que le ministère aussi souhaiterait, qu'il y ait de plus en plus de Français qui prennent la coordination de ces appels. Donc, bon, alors quand ça se prête, hein, bien sûr, il y a plein de projets où c'est évident que c'est peut-être un autre partenaire, un de vos collaborateurs qui va prendre la coordination. Mais quand c'est possible, n'hésitez pas à prendre la coordination de ces projets. Bon, je pense que ça va être dit un peu plus tard dans les présentations. Il y a quand même un petit bonus hein, pour le coordinateur en termes financiers. Donc, ça peut être aussi intéressant pour vous. Voilà, donc c'est ces 3 points que je voulais signaler. Alors après, voilà un petit commentaire personnel. Je suis quand même un peu déçu par la faible mobilisation des chercheurs. Bon, je vois, on est 74, mais si on enlève le personnel ANR, on doit être autour de 55 chercheurs. Alors, bon, c'est quelque chose qu'on a constaté aussi pour l'appel à projet générique, pour nos webinaires, très peu de participation. Alors, bon, ça va être enregistré, donc ça va être diffusé. Donc, j'imagine que ceux qui ne sont pas présents pourront réécouter ces présentations, qui sont quand même importantes hein, pour présenter les topics et puis les règles de soumission. Mais ça serait aussi important peut-être que voilà, les personnes qui sont présentes aujourd'hui nous fassent aussi un retour. Alors, je ne sais pas si c'est prévu, pour savoir est-ce que le format, voilà, est-ce que c'est le bon format pour atteindre la communauté française ou est-ce qu'il faut faire d'autres actions à définir. Donc voilà, donc je ne vais pas en dire plus, j'ai déjà été trop long. Donc je vais laisser, je crois que c'est Mickaël ou Sophie qui commence par une présentation plus générale. Oui, tout à fait, Philippe. Oui, merci. Ouais. Voilà. Je vais commencer avant de donner la parole par la suite à Sophie. Merci de l'introduction. Alors, j'en profite pour partager mes slides. Tu résumes bien, en fait, les premiers points que je vais mentionner. Alors, c'est en train de charger de mon côté. En tout cas, on le voit à l'écran, le PowerPoint. Merci. Je crois que je viens tout juste de perdre la souris. Je suis désolé. Alors, je vais faire ça un peu de façon particulière, étant donné que je suis obligé désormais d'utiliser mon trackpad. Ah donc, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu les différents appels à projets au sein de l'Union européenne, développés par la Commission européenne. Et plus exactement sur la thématique de biologie santé. Donc, je m'appelle Michael Jouly, je suis chargé de projet scientifique à l'ANR au département biologie santé. Et donc, on va essayer tout d'abord, dans un premier temps, de vous expliquer un petit peu, de vous recontextualiser ces appels à projets, dans quel instrument ils s'inscrivent, et vous donner des petits aspects pratiques sur les règles de ces différents appels. Donc, pour commencer, je souhaitais en fait voilà, replacer dans son contexte ces différentes initiatives européennes. Donc, ça part d'un programme cadre de l'Union européenne dont le premier programme a été lancé il y a désormais près de 40 ans et dont l'idée, l'objectif
était de renforcer l'écosystème de recherche et d'innovation de l'Europe afin de stimuler sa compétitivité, notamment y compris de son industrie, en fait. Et donc l'idée, c'est d'aligner des thématiques prioritaires au sein de l'Union européenne et de mieux contribuer à des enjeux plus globaux que sont comme aujourd'hui le développement durable et notamment ces objectifs de Green Deal qu'on peut désormais, pour lequel on peut désormais travailler. Et donc, au sein de ces différents instruments, j'ai un petit écho. Est-ce que on peut demander éventuellement Il n'y a que moi qui ai l'écho Non, non. Il y a sans doute quelqu'un qui a ouvert un son micro. participant avec... Ah, voilà, c'est super, merci. Et donc, en fait, on va vous parler aujourd'hui en fait, des partenariats dans Horizon Europe, mais ces partenariats sont une des initiatives, un des instruments dans quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Donc, vous connaissez certainement déjà des instruments comme le RC ou comme les actions Marie Sklodowska-Curie. Mais il existe également des appels à projets sur des domaines très particuliers, notamment donc ceux qui nous intéressent aujourd'hui, c'est le pilier 2 et notamment les initiatives en santé. Mais aujourd'hui, donc, on va se concentrer un petit peu plus donc, sur ces partenariats européens. Et donc, pour vous expliquer, actuellement, nous sommes un petit peu en phase de transition. Il existe à la fois toujours des initiatives de Horizon 2020 qui sont en cours et nous sommes en train de lancer donc depuis l'année dernière, depuis 2 ans, des nouveaux partenariats, des nouvelles initiatives dans Horizon Europe. Donc, dans Horizon 2020, on avait notamment deux types d'instruments, les ERANET et les EJP, qui pouvaient regrouper à la fois des organisations de financement et des organisations de recherche. Les deux étaient également en fait cofinancés par la Commission européenne, donc ça pouvait aller jusqu'à 33% de contribution de la Commission dans le cadre des ERANET et jusqu'à 70% de contribution dans le cadre des EJP. Et enfin, on avait également un dernier instrument qui s'appelait les JPI, qui cette fois rassemblait non pas les organisations de financement ou les organisations de recherche, mais les États membres et qui pouvait avoir la possibilité d'être soutenu par d'autres instruments de l'Europe, comme un ERANET ou comme ce qu'on appelle les CSA, qui sont des actions de coordination et de soutien. Et donc, ça avait également pour objectif de répondre à des défis plus généraux, plus sociétaux, comme par exemple sur une thématique de résistance aux antibiotiques. Donc, comme je vous le disais, on est en train de transitionner vers Horizon Europe. Donc, il y a une refonte de ces instruments, de ces ERANET, JP, JPI. Donc, on va avoir en fait désormais les ERANET, le cœur des ERANET qui va être désormais intégré dans ce qu'on appelle des partenariats européens cofinancés. C'est également le cas pour les EJP. Tandis que pour les JPI, ils peuvent prendre deux formes. Ça pourrait être à la fois des partenariats européens cofinancés ou des partenariats européens institutionnalisés. Donc, l'ANR étant surtout sur ce type d'instrument, je ne vais pas rentrer dans les détails des EIT ou des partenariats publics-privés, mais sachez également que d'autres instruments européens vont être ou sont actuellement transformés en de nouvelles initiatives, et notamment dans les partenariats européens coprogrammés. Donc, l'objectif de ces programmes internationaux, c'est une meilleure utilisation des ressources. On va essayer, à travers ces instruments, de défragmenter l'écosystème de la recherche européenne. Donc, au lieu d'avoir
Chaque pays qui lance un projet sur une thématique spécifique, on va essayer d'aligner ces différents partenaires, ces différentes organisations de recherche, ces différentes organisations de financement sur une thématique en particulier. Et donc, comme le signalait Philippe, il y a notamment en fait un effet de levier qui sera bénéfique à la communauté scientifique, car notamment par en fait la contribution européenne qui va permettre de cofinancer des projets euh, au même titre que les agences de financement. Et donc également, en fait, l'un des avantages de ce système, de ces instruments, c'est que la CE va également participer à la prise en charge d'une partie ou de l'intégralité des coûts d'organisation de ces appels. Et comme je le disais, donc, va permettre d'avoir un effet de levier en finançant également les projets qui seront sélectionnés au sein de ces instruments. Et donc, petite précision qui aura son importance par la suite et notamment au moment du conventionnement et lorsqu'on va vous expliquer les différentes règles, c'est que chaque organisation de financement est responsable du financement et du conventionnement du partenaire de son propre pays. Et donc, pourquoi le multinational plutôt que le national? Donc, j'ai déjà cité cet effet de levier qui est important pour la communauté. Mais on peut également mentionner le fait que ça va permettre de créer des synergies, de mieux structurer certaines communautés françaises, de permettre la collaboration et de créer des nouvelles collaborations au niveau international, permettant donc un partage et un accès à des ressources qui n'étaient précédemment pas accessibles. Il va y avoir également, en fait, ça va permettre de répondre à des défis qui dépassent le simple cadre français. Notamment, on peut citer des challenges en santé publique, euh, comme les maladies infectieuses, par exemple. Et enfin, et c'est pas des moindres, c'est qu'on espère, grâce à ces appels à projets, en fait, vous offrir un tremplin sur d'autres piliers de Horizon Europe que j'ai pu mentionner. Donc, on espère que ça sera également une première approche pour vous, afin de vous permettre une meilleure compréhension de ces instruments européens et par la suite vous aider à mieux répondre aux appels à projets du cluster santé, par exemple, ou à répondre aux ERC également. Et donc, comme le signalait Philippe, là, on essaye d'encourager la participation de la communauté française à ces appels transnationaux. Notamment, on va essayer de vous encourager à participer en tant que coordinateur. Donc, on pourra le voir, mais il y a un soutien financier légèrement plus important pour les coordinateurs. Évidemment, l'objectif général, c'est euh, de stimuler, d'avoir une meilleure visibilité de l'excellence française, de la recherche française au niveau international. Euh, mais on va également essayer de vous permettre de participer à d'autres appels à projets au sein de Horizon Europe. Donc sur cette slide, vous pouvez voir un petit peu les différentes initiatives existantes ou qui se sont récemment terminées. Nous allons revenir dessus par la suite. Donc très rapidement, jusqu'à présent et encore en cours, on a pu avoir des programmes qui sont dédiés aux maladies infectieuses et aux résistances aux antimicrobiens. De nombreux programmes autour des neurosciences, également sur les maladies rares, en médecine personnalisée qui couvre un périmètre et des domaines assez variés, et également un nouveau partenariat qui traite sur la santé publique, mais également les maladies liées au mode de vie, aux maladies cardiovasculaires, aux nanomédecines, et encore bien plus par la suite.
Et enfin, nous avons un partenariat qui est dédié à l'organisation des systèmes de santé et notamment à leur transformation afin de répondre aux défis présents de nos différents systèmes de santé. Et donc, quelques aspects pratiques et administratifs de ces différents appels. Donc, il faut noter que tous ces appels ne sont pas identiques. Ils répondent bien évidemment aux besoins d'une communauté, aux différentes structurations d'une communauté et aux différentes stratégies qui peuvent exister. Nous verrons par la suite, mais le processus d'évaluation peut varier. Il peut être en une ou deux étapes. Il va y avoir la possibilité de répondre également à des évaluations écrites, et je reviendrai par la suite dessus. Et ensuite, les critères d'éligibilité vont varier d'un programme à l'autre. Et il y a deux types de critères d'éligibilité. Un critère central qui va être au niveau du programme. Ces critères d'éligibilité vont concerner notamment la composition du consortium, donc le nombre de partenaires, le type de partenaires et, euh, et leur, et leur diversité. Mais il y a également des critères d'éligibilité qui sont cette fois régionales et nationales et qui incombent aux organisations de financement. Ces critères varient d'une agence à l'autre. Et donc, on vous encourage en fait à contacter votre agence nationale afin de mieux connaître ces critères et de répondre au mieux à ces appels, notamment sur la partie budgétaire afin de monter au mieux votre dossier. Et enfin, le coordinateur sera responsable de regrouper toutes ces informations. C'est la personne qui va soumettre le dossier, donc il faut qu'il ait une overview sur les infos transmises par ses partenaires. Quelques mots sur le process de soumission et d'évaluation. Donc, en général, on va avoir un lancement en fin d'année, début d'année, donc disons, entre décembre et février. Donc, tout d'abord, on a une pré-annonce qui est faite, qui est suivie d'un lancement et d'une publication officielle de l'appel à projet, qui a lieu à peu près un mois après la pré-annonce. Donc, on rentre désormais dans la période de soumission des pré-propositions ou des propositions en fonction de l'appel en une ou deux étapes. Donc, tout d'abord, il y a une période de vérification des critères d'éligibilité, d'une part au niveau central du programme et d'autre part par les agences de financement au niveau régional ou national. Ces propositions sont ensuite transmises à des experts, à un comité d'évaluation qui va expertiser les dossiers. On réunit ces experts au cours d'une réunion du comité d'évaluation qui sélectionnera, pardon, un premier nombre, qui sélectionnera un certain nombre de projets qui seront invités à soumettre une proposition complète. On a donc à nouveau une période de soumission des propositions avec à nouveau une période de vérification de l'éligibilité. Une période d'évaluation écrite par les experts. Les experts peuvent à ce moment soumettre des questions aux déposants. Il y a donc un droit de réponse qui est offert au coordinateur et à l'ensemble des partenaires. Et on arrive enfin sur la dernière période de l'année qui se conclut notamment avec une deuxième réunion du comité d'évaluation qui sera chargée d'établir une liste de projets qui peuvent être considérés pour financement. Suite à cette réunion du comité d'évaluation, il y a également en fait une analyse de la conformité éthique. Donc un comité éthique se réunira afin d'évaluer de la conformité éthique des projets.
notamment dans les aspects qui peuvent être traités. On peut citer des critères sur l'expérimentation animale, sur l'expérimentation humaine, sur l'utilisation des données, l'utilisation de l'IA également. Et donc, ce comité donne sa validation aux différentes propositions qui ont été soumises et sélectionnées pour financement. Alors, ce n'est pas le comité d'évaluation qui décide de la sélection du financement ou non des projets. Il établit simplement une liste un classement. La décision incombe en réalité aux organisations de financement qui se réunissent et comme chaque agence de financement, chaque pays a un budget particulier, la décision de financement sera également faite en fonction de la disponibilité des fonds disponibles pour financer ces projets. Et donc, on passe alors en suivi. Après cette décision de financement, le secrétariat de l'appel va informer les différents porteurs. Et de la même manière, les porteurs français seront notifiés, si c'est l'ANR, seront notifiés par l'ANR afin de procéder à la contractualisation et au conventionnement. Et donc, qui contacter, quand et pourquoi? C'est assez simple. Dès qu'il s'agit de questions concernant l'appel à projet, les contours de l'appel à projet, on va vous conseiller de contacter le secrétariat de l'appel. Il pourra vous renseigner sur la composition du consortium et sur les règles du montage du consortium, sur les règles générales du texte de l'appel à projet et vous soutenir lors des étapes de soumission des projets. Enfin, qui contacter à l'ANR, vous pourrez contacter votre représentant de l'ANR sur donc toutes les questions liées à l'éligibilité nationale, sur les questions liées au budget, donc comment mieux développer votre budget. Et ensuite, on sera votre principal point de contact pour toutes les questions pour toutes les modalités liées à la contractualisation et au conventionnement. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble des appels en cours et à venir sur notre site internet. Donc, vous pourrez voir ces différents projets et notamment, en fait, sur chaque page d'appel à projet, vous retrouverez bien évidemment le texte de l'appel, les guidelines de l'appel, donc ça vraiment au niveau programme, mais enfin, vous retrouvez des spécificités pour l'ANR avec notamment des recommandations pour les participants français. Donc, comme le mentionnait Philippe, certaines règles certaines règles de l'ANR ne s'appliquent pas. Donc, vous pourrez, même si vous avez déjà déposé un projet en tant que coordinatrice ou coordinateur, vous pourrez également déposer un projet en tant que coordinateur au niveau international. Et vous pouvez à nouveau participer en tant que partenaire. Donc ces deux règles tout en bas ne s'appliquent pas ne s'appliquent pas au niveau international. Mais il y a cependant des règles au niveau international, comme par exemple, vous ne pouvez pas être deux fois coordinateur d'un même projet au sein d'un programme en particulier, au sein d'un appel en particulier. Également, il faut préciser que les doubles financements ne sont pas éligibles. Donc, toute proposition qui sera semblable ou identique à une proposition déjà soumise ou déjà bénéficiant d'un financement par l'ANR sera rendue inéligible. Et évidemment, les propositions au sein de l'ANR ne doivent concerner que des projets de recherche ou d'innovation.
Et là, je vais me retourner vers Sophie. Et Sophie, je vais te laisser la main sur le reste de la présentation. Merci Mickaël. Alors pas toute la présentation, mais Non. je vais parler de la partie un petit peu plus technique liée au budget et notamment au budget du partenaire français. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, comme l'a expliqué Mickaël précédemment, c'est que tout ce qui va être budget va, votre budget en fait va devoir répondre aux normes ANR, au règlement financier de l'ANR. Donc grosso modo, c'est à peu près les mêmes règles que celles que vous trouvez au niveau de la APG. Donc, le financement minimum, comme à la APG, hein, c'est des règles qui sont fixées par le règlement financier. Il faut au moins demander 15 000 euros. Pourquoi un minimum de 15 000 euros? C'est qu'on estime que si vous participez à un appel, vous devez avoir un certain rôle dans le projet. Donc, pour ça, il faut que si vous avez un rôle dans le projet, vous devez demander une certaine quantité d'argent pour pouvoir mener à bien votre projet. Par contre, une différence par rapport à la APG, c'est le maximum que vous pouvez demander. Donc, à la APG, il n'y a pas de maximum dans le texte de l'appel à projet, alors que sur les appels internationaux, il y a des maximums. Et ce maximum dépend de chaque appel à projet. En général, vous allez trouver un maximum par partenaire français et un maximum pour l'ensemble des partenaires français participant au consortium. Donc ça, il faut absolument que vous regardiez ça. Donc dans chaque texte de l'appel à projet, vous avez des règles nationales qui sont à la fin de l'appel et dans ces règles nationales est indiqué le maximum que vous pouvez demander. Comme Philippe l'a indiqué précédemment, effectivement, ce que nous souhaitons, c'est encourager la coordination des projets, hein. Et donc pour cela, on donne une petite carotte financière, à savoir que le coordinateur du projet, s'il est français, il peut demander un peu plus par rapport à s'il était simple partenaire. Donc là encore, je vous conseille de regarder les annexes nationales qui sont incluses dans chaque dans chaque texte de l'appel à projet. Ce qui est important aussi au niveau européen, c'est d'indiquer votre propre contribution dans le budget total. Donc en fait, le budget total regroupe deux sortes de budgets, le budget que vous allez demander à l'ANR, plus le budget qui est dit in kind. Et le budget in kind, c'est par exemple le fait que vous êtes payé par le CNRS, l'INSERM, donc l'État paye déjà une partie de votre salaire. Et donc ça, c'est important parce que ça va donner, on va dire, votre poids au projet, sachant que chaque pays a des règles différentes et que par exemple, en Angleterre, en général, les partenaires vont déclarer également leur salaire. Donc on va avoir l'impression que finalement, ils demandent plus, ils font plus de travail, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il faut faire attention. Dans le budget total, vous incluez effectivement votre salaire. Par contre, en général, si vous êtes un partenaire académique, ce salaire doit apparaître dans la catégorie in kind, c'est-à-dire budget sur fonds propres, pas dans le budget demandé. Un autre mode de participation qui est possible au niveau des appels à projets, c'est de ne pas demander de budget à l'ANR. Donc, à ce moment-là, on dit qu'on est coordinateur sur un projet. Et à ce moment-là, l'ensemble du budget est dit sur fonds propres in kind. Et en général, ces participations pour les partenaires français, c'est essentiellement des intervenants qui vont travailler dans le partage de données ou matériel biologique, mais qui ne vont pas avoir vraiment un rôle dans les recherches. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le coordinateur signe quand même des accords de consortium, et donc du coup, c'est important pour l'intellectual property. Donc, du coup, Mickaël, si tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, non, juste là. Et donc, vous allez également retrouver plus d'infos financières sur le site de l'ANR. Donc, de la même manière, vous sélectionnez l'onglet Appel à projet et vous descendez jusqu'à l'onglet qui correspond au règlement financier. Et c'est là où vous allez trouver toutes les informations financières et les modalités financières de l'ANR. Tu peux passer, voilà, merci. Donc, à gauche, vous avez une capture d'écran, on s'écrit très petit, je sais, mais du règlement financier. Donc, sur cette page, vous avez le règlement financier. C'est un texte qui est un peu difficile à lire, pas très sympathique, on va dire, surtout si on est chercheur, à lire. Et donc, du coup, ce qu'a développé l'ANR, ce sont des fiches pratiques. Donc, si vous n'avez pas le temps de lire le règlement financier de l'ANR, nous vous conseillons de lire ces fiches pratiques qui sont beaucoup plus compréhensibles
Et en plus, il y a plusieurs fiches pratiques suivant le thème. Donc, en fonction du thème que vous voulez regarder, vous pouvez consulter les fiches pratiques. Au moment de la soumission, ce qui va vous intéresser, c'est essentiellement la fiche pratique 1, la modalité de participation des entreprises au projet, la fiche numéro 2, les partenaires d'un projet de recherche, et la fiche numéro 3, les coûts admissibles. Les autres fiches sont plus en lien avec on va dire, le suivi des projets une fois que vous êtes déjà financé. Si tu peux passer aux questions. Merci. Donc, la première question que vous devez vous poser est est-ce que vous allez être considéré par l'ANR comme un organisme de ce type public ou privé? Alors, en général, si vous faites partie d'une université, du CNRS, de l'INSERM, vous ne vous posez pas vraiment ce genre de questions, c'est facile, c'est public. Si vous êtes une entreprise, c'est pratique, c'est facile, c'est privé. Maintenant, il y a certaines entités juridiques où en fait, on va avoir du mal à les classer entre public ou privé. Par exemple, c'est le cas des écoles. Il y a certaines écoles qui sont privées et qui ont une activité en fait, on va dire lucrative, donc elles vont donner un service qui est d'enseigner. Les étudiants vont payer des frais de scolarité, par exemple, et à côté de ça, ces écoles vont mener à bien des activités de recherche. Et donc, on ne sait pas trop dans quelle catégorie mettre ces écoles. Et donc, dans ce cas-là, quand on a un doute, il faut remplir le formulaire de déclaration des activités économiques, qualification des bénéficiaires de l'aide. Donc, c'est un formulaire que vous trouvez sur la page de l'ANR. Je ne vais pas détailler l'ensemble des informations qu'il faut remplir, mais en fait, quand vous remplissez le formulaire, à la fin, on vous donne une réponse. Est-ce que vous allez être considéré public ou privé? Et donc, ça vous donne dans quelle catégorie vous devez vous mettre. Et ensuite, on vous demande de renvoyer ce formulaire au service juridique de l'ANR. Donc, vous avez ici les adresses mail. Je suppose que vous aurez ensuite accès à la présentation pour que l'ANR valide, mette au niveau interne ces informations, les enregistre au niveau interne. Ensuite, pour le conventionnement, si vous êtes sélectionné. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Merci. Donc, pourquoi il faut comprendre en fait dans quelle catégorie on va se trouver, c'est que derrière, ça va induire une prise en charge financière différente de la part de l'ANR. Donc, si vous allez être considéré, on va dire, comme public ou d'intérêt public pour la recherche, on va vous donner un financement qu'on dit à coût marginal. À coût marginal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas prendre en compte votre personnel statutaire, qui est en général rémunéré déjà par l'État, par exemple. Donc, on ne va pas le prendre en compte. Par contre, vous allez être couvert à 100% des frais annexes qui sont liés au projet. Par exemple, vos consommables, votre équipement, etc. Tout va être remboursé à 100%. Donc, tout est remboursé à 100%, sauf le personnel statutaire qui, lui, rentre dans la catégorie sur fonds propres INCAP. Au contraire, si vous allez être considéré comme un partenaire privé, à ce moment-là, vous allez tomber dans un type de financement qu'on appelle à coût complet. À coût complet, ça veut dire quoi? Complet, tout simplement parce que l'ensemble de vos dépenses vont être éligibles, y compris par exemple le personnel statutaire. Quand vous êtes une entreprise, si vous êtes statutaire de votre entreprise, enfin, si vous êtes employé de votre entreprise, du coup, l'ANR va prendre en compte votre salaire dans le financement. Par contre, au lieu de rembourser 100% des coûts liés au projet, on va rembourser seulement un pourcentage de ces coûts. Et donc, ce pourcentage varie entre 25 et 50% suivant votre catégorie. Donc, par exemple, c'est 45% pour une PME, 30% pour une grande entreprise et 50% pour une association. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien avoir dans la tête toutes ces informations avant de soumettre votre projet, parce qu'ensuite, vous ne pourrez plus revenir en arrière, une fois que vous aurez défini votre budget. Est-ce que tu peux passer à la question? Merci. Donc, au niveau des coûts admissibles, là, on va retrouver les coûts, les catégories du règlement financier. Donc, les frais de personnel, donc notamment, soit si vous êtes une entreprise privée, c'est tous les frais de personnel. Si vous êtes une entreprise, si vous allez être considéré comme public à coût marginal, ça va être le personnel que vous allez recruter pour le projet, comme par exemple les PhD et les postdocs. Les coûts des instruments et du matériel, ça inclut également le consommable, donc c'est l'équipement et le consommable. Les coûts des bâtiments et des terrains, ça c'est uniquement des bâtiments et des terrains que vous allez louer pour le projet. Par exemple, vous avez besoin de louer un restaurant d'application qui ne fait pas partie de votre centre de recherche.
À ce moment-là, vous allez inclure ces coûts dans les coûts des bâtiments et des terrains. Les prestations des services, les prestations de services, donc nous vous rappelons qu'il faut bien justifier dans la proposition à quelle prestation de service vous faites allusion. Les frais généraux, donc les frais généraux qui vont couvrir les coûts de mission du personnel et les coûts de publication, qu'on appelle en général en anglais APC, et donc qui vont constituer des dépenses éligibles hors revue et bris. Enfin, vous allez avoir les frais d'environnement. Donc les frais d'environnement qui sont calculés différemment si vous êtes public ou privé. Donc si vous êtes partenaire académique, ça va être donc public, vous allez avoir des coûts d'environnement qui vont être forfaitisés à 14,5%, qui inclut 11% pour les tutelles gestionnaires et 3,5% pour les laboratoires. Ces frais, ils évoluent d'année en année, ces overheads. Et donc, pour l'année 2024, c'est 14,5%. Si vous avez participé en 2023, vous avez vu que ces overheads étaient un petit peu plus bas. Donc, d'année en année, vous avez une évolution des overheads. Donc, on vous demande d'appliquer pour cette année 2024 14,5%. Et lorsque vous êtes un partenaire privé, les coûts vont être plafonnés à 68% max des frais de personnel admissibles et 7% max des autres coûts admissibles hors frais d'environnement pour un financement à coût complet. Donc, parmi aussi les points importants, tout à l'heure, je vous parlais de propriété intellectuelle. N'oubliez pas, dès la préparation de votre projet, de penser à l'accord de consortium. Donc, très souvent, maintenant, dans quasiment tous les textes d'appel à projet, vous avez une ligne, enfin une obligation, on va dire, pour les partenaires à signer un accord de consortium. Ce n'est pas vrai pour tous les appels à projet, mais il faut que vous regardiez dans le texte de l'appel à projet. Maintenant, je pense que pour la majorité des appels à projet, c'est le cas. Sinon, si vous n'avez aucun rappel dans le texte de l'appel à projet, c'est le règlement financier de l'ANR qui va s'appliquer. Et donc, quand il y a un bénéficiaire à coût complet, l'accord de consortium va être obligatoire et il va bloquer le deuxième versement de l'aide. Et pour les partenaires à coût marginal, si un accord de consortium existe, est obligatoire, il va bloquer le solde du paiement de l'aide de l'ANR. Donc, nous vous rappelons également la démarche de l'ANR en termes de responsabilité et en termes de valeur. Donc, nous recommandons d'avoir une recherche responsable, à savoir que nous demandons à différents partenaires qui demandent une aide d'avoir une participation réelle dans le consortium. C'est vrai pour les partenaires scientifiques comme pour les partenaires industriels ou les organisations de patients. C'est pas juste je demande une aide et mon rôle est réduit. Non, c'est vraiment vous vous engagez à participer au projet du début jusqu'à la fin, y compris par exemple pour rédiger des rapports de fin de projet ou de mi-projet. Nous vous rappelons également l'importance de l'égalité, notamment l'égalité des sexes dans la composition des consortiums. Et certains appels peuvent avoir des règles beaucoup plus strictes et qu'on passe de recommandations à obligations. Donc, regardez bien ce qui est indiqué dans le texte des appels à projets. Nous vous recommandons également de considérer toutes les normes éthiques, légales et les aspects sociaux dans vos recherches. Donc, par exemple, quel va être l'impact de ces recherches au-delà de la recherche, quel va être l'impact sur la société et notamment sur des couches sociales, on va dire, ou des pays qui n'ont pas les mêmes revenus que les nôtres, des couches sociales moins aisées. S'inscrire donc dans une démarche de sciences ouvertes, donc ça c'est très important dans les valeurs de l'ANR. Donc ça c'est une obligation pour les partenaires français d'avoir un plan de gestion des données et également de publier, d'avoir les publications en libre accès. Donc là je vous renvoie à tout ce qui est sciences ouvertes, les règles sciences ouvertes de l'ANR. Donc n'hésitez pas à contacter votre responsable des données ou votre tutelle dès la conception du projet pour savoir quelles sont les règles de sciences ouvertes qui vont s'appliquer. Et nous vous rappelons également que l'ANR a signé un protocole, la France est signataire de la demande que les chercheurs français signent avec la licence Creative Commons CC-BY, déposent leur publication sur HAL, les archives ouvertes françaises, en mentionnant notamment l'ANR dans leur publication.
vous rappelons également toutes les valeurs d'intégrité que défend l'ANR, donc d'éviter la fabrication, la falsification, le plagiat ou tout autre manquement en matière de recherche, d'éthique dans la recherche, et l'universalisme, à savoir que les recherches qui sont menées en dehors de l'Union européenne, et ça arrive souvent sur nos programmes internationaux, doivent respecter les normes éthiques du pays où la recherche est menée, mais également les recommandations éthiques de l'Union européenne. Donc ça, c'est extrêmement important, notamment dans les programmes internationaux où il arrive que des pays hors UE soient également impliqués. Et donc, du coup, Michael, je te repasse la main pour une présentation brève des appels à projets 2024. Merci Sophie. Donc, on va passer désormais à la présentation détaillée des différents appels. Et donc, immédiatement, voici les différents appels 2024 qui vont être lancés très prochainement. Et je vais donner la parole donc à Martine pour nous parler de ERA4Herbs. Bonjour à tous, donc je suis Martine Batou, je suis coordinatrice scientifique à l'international. Donc je vais vous parler de ERA4Health qui a pour objectif de favoriser la création d'un espace européen de la recherche dans le domaine de la santé. Prochaine diapo, merci. Donc la particularité de ce partnership qui a débuté en novembre 2022, c'est qu'il est constitué en 2 phases. La première phase qui a une durée de 2 ans va permettre de financer la recherche dans les domaines prioritaires qui ont été identifiés dans l'agenda stratégique de recherche et d'innovation d'ERA4Health, c'est-à-dire la santé publique, la nutrition, les maladies cardiovasculaires et la nanomédecine, mais aussi d'établir un cadre pour soutenir les études cliniques multinationales initiées par un chercheur appartenant au secteur public. Donc pour cette première phase, les pays membres partenaires de ce consortium et associés ont l'intention de financer la recherche à hauteur de 110 millions d'euros et ceci permettra d'avoir également une participation de la Commission européenne de 30 millions. Durant la deuxième phase de ce partnership, on souhaite continuer de développer et de soutenir la recherche par des appels à projets, donc dans les domaines déjà mentionnés, voire d'autres. Les domaines seront rediscutés. Mais aussi, après avoir défini le cadre pour financer les études cliniques, c'est de débuter le financement des études cliniques multinationales initiées par les chercheurs. Cette deuxième phase aura une durée de 5 ans et le budget prévisionnel pour cette deuxième phase est la participation des pays membres et associés à une hauteur de 270 millions d'euros et celle de la Commission européenne, 80 millions d'euros. Prochaine petite flèche, s'il te plaît, Michael. Donc, le consortium actuel d'ERA4Health, il est composé de 17 membres de l'Union européenne, de 3 pays associés à Horizon Europe, et également à 2 pays tiers. Et on a du coup comme objectif pour la deuxième phase d'enrichir ce consortium et plus particulièrement d'impliquer des organisations de financement capables de financer les études cliniques. Donc cette année, ERA4Health va lancer 2 appels à projets. Donc je vais d'abord vous présenter l'appel à projet NutriBrain. Prochaine diapositive, merci. Donc NutriBrain est sur le sujet de la modulation du vieillissement du cerveau par la nutrition et d'autres facteurs liés au mode de vie. Donc les domaines d'intérêt est de mieux comprendre la modulation du vieillissement cérébral donc par les facteurs de vie et ou tester des interventions basées sur des preuves existantes dans la littérature ou d'étendre des interventions pilotes existantes qui contribueront à réduire le risque de manifestation de déficiences cognitives liées à un vieillissement cérébral pathologique. Donc les facteurs de mode de vie qui doivent être étudiés dans les propositions sont la nutrition, mais aussi l'activité physique, les habitudes de sommeil, l'interaction sociale ou le stress. Les approches utilisées peuvent être, mais ne sont pas limitées à, donc de nouvelles interventions pilotes ou améliorer des interventions existantes qui contribueront à réduire le risque de manifestation de troubles cognitifs liés à un vieillissement pathologique du cerveau,
aussi de la recherche mécaniste et expérimentale axée sur la manière dont des facteurs spécifiques de mode de vie influencent le vieillissement du cerveau, de la recherche transnationale qui établira la preuve du concept afin de soutenir le développement de stratégies efficaces d'amélioration de la santé ou des solutions pour promouvoir un cerveau sain. Donc, les grosses cibles, comme vous pouvez le penser, sont les personnes âgées, mais pas uniquement. Des études peuvent être également inclure des adultes d'autres groupes d'âge. Et pour les appels à projets des RALFOREF, le principe de la co-création est très important. Donc, il est nécessaire d'impliquer les populations cibles de la recherche à tous les stades de la conception du projet, c'est-à-dire de sa mise en œuvre, de son analyse, l'analyse des résultats, mais aussi la diffusion de la recherche. Les dates importantes pour cet appel à projet qui sera en 2 étapes. Donc, l'ouverture a eu lieu le 3 novembre et sa clôture aura lieu le 15 janvier 2024. Les résultats de la première étape seront diffusés le 27 mars et les consortiums invités à cette deuxième étape devront soumettre leurs propositions complètes avant le 27 mai. Et à la fin de l'été, entre le 12 et le 23 août, il y aura une phase de droit de réponse et les résultats seront diffusés en octobre 2024. Donc l'éligibilité, la composition du consortium peuvent impliquer des partenaires de recherche académique, clinique, des entreprises et ou des intervenants opérationnels. Cependant, vérifiez bien, surtout si vous êtes coordinateur, selon le pays et l'agence de financement qui va supporter le partenaire, que tous ces partenaires sont bien éligibles au financement parce que toutes ces règles dépendent des agences de financement. Le consortium doit être composé au minimum de 3 partenaires de 3 pays éligibles, un maximum de 5 partenaires. Cependant, le consortium peut être composé jusqu'à 6 ou 7 partenaires si un partenaire provenant des pays suivants, Estonie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Slovaquie et Turquie, font partie du consortium. De plus, 2 collaborateurs, c'est-à-dire des partenaires qui vont participer sur fonds propres, peuvent être également inclus dans votre consortium. L'ANR participe à cet appel à projet avec un budget de 1 250 000 € et l'aide maximum allouée par partenaire est de 250 000 €. Pour le coordinateur, ce sera de 300 000 €. Cependant, pour l'ensemble du projet, le maximum est de 400 000 €. Vous avez en dessous le lien de cet appel à projet qui a été publié sur le site Terra4Health et également le lien d'un infodé qui a été organisé le 10 novembre dernier et qui est publié et qui vous permettra également d'avoir plus d'informations sur cet appel à projet. Donc, le secrétariat de cet appel à projet est le ministère italien des universités et de la recherche. Et donc, vous avez l'adresse et donc le contact ANR, c'est moi-même. Je vais maintenant passer la main à mon collègue Méric Machouri qui va vous présenter le deuxième appel à projet lancé dans RAFOREF cette année. Merci. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter le second appel à projet de cette année dans le cadre RAFOREF, qui est Nanotech Mec, et donc qui a comme thématique la nanotechnologie et technologie avancée pour la prévention, le diagnostic et la thérapie des maladies. Donc, les domaines d'intérêt de cet appel à projet vont être la médecine régénérative, le diagnostic et la nanothérapie. Et donc, pour y participer, il va y avoir 2 catégories différentes dans lesquelles vos projets peuvent s'inscrire en fonction de votre niveau de TRL, Technology Readiness Level, estimé à la fin du projet ou attendu à la fin du projet. Donc, la première catégorie va être des projets de recherche appliqués en matière d'innovation, donc avec des TRL
3-4 en fin de projet, où ce sont des projets de validation du concept pour des applications innovantes avec recherche analytique et expérimentale et ou mise en œuvre et intégration de composants et tests en laboratoire et ou sur modèles animaux. Et comme seconde catégorie, ce vont être des projets à fort potentiel d'applicabilité à court ou moyen terme, donc correspondant à des TRL 5 ou 6. Et là, ça va être pour des projets plus proches du marché pour la validation de démonstrateurs et de prototypes dans un laboratoire réaliste. Pour les TRL 5 ou dans un environnement opérationnel stimulé, pertinent pour les TRL 6. Vous allez pouvoir intégrer des technologies clés génériques, des KET, aux nanotechnologies pour offrir à la nanomédecine des possibilités encore plus grandes et favoriser l'innovation pour de nouvelles applications médicales. Et l'étude d'autres technologies clés génériques n'est possible que si elles sont utilisées en complément ou en combinaison avec les nanotechnologies. Pour vous donner une idée de quelques exemples des thématiques qui peuvent entrer dans le cadre de cet appel à projet, donc les propositions peuvent porter, entre autres, sur la validation de biomarqueurs, le diagnostic précoce, la convergence de nanotechnologies, des agents ou techniques d'imagerie multimodale et plusieurs autres que vous pouvez voir ici. Les études précliniques et cliniques sont éligibles, mais sous réserve des réglementations nationales et régionales en fonction des différentes agences de financement des différents pays. Et sont exclues de cet appel les propositions basées sur des processus ou des structures naturelles à l'échelle nanométrique et les propositions axées sur les technologies clés génériques sans nanotechnologie. Donc cet appel a été ouvert le 14 novembre dernier. Se déroule en 2 étapes avec une clôture de la première étape le 30 janvier pour déposer vos pré-propositions. Les résultats de cette première étape sont publiés le 23 avril 2024 et sera ouvert le dépôt des propositions complètes à ce moment-là et avec une clôture de cette seconde étape le 13 juin 2024 avec un droit de réponse entre le 23 août et le 3 septembre. Les résultats finaux de cet appel seront ensuite publiés courant octobre 2024. Donc, pour participer à cet appel, les participants doivent appartenir à l'une des catégories suivantes: recherche académique, clinique, entreprise et ou intervenant opérationnel. Et chaque projet, chaque consortium doit inclure des partenaires d'au moins 2 des 3 catégories qui sont recherche académique, clinique et entreprise. De façon similaire à l'appel précédent, NutriBrain, le minimum est de 3 partenaires venant de 3 pays différents éligibles, mais peut aller jusqu'à 5, 6 ou 7 partenaires en présence de pays sous-représentés qui sont la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la Turquie pour cet appel, et avec un maximum de 2 collaborateurs qui sont sur fonds propres. Dans le cadre de cet appel, le budget de l'ANR est d'environ 2 millions, avec 250 000 par partenaire, ou 300 000 si le partenaire français est le coordinateur du projet. Et s'il y a plusieurs partenaires français au sein du consortium, l'aide maximum est de 400 000 euros par projet. Vous pourrez trouver toutes les informations sur le site Eraforels Nanotech Mec 2024 avec le lien en bas. Et l'ANR est le secrétariat de l'appel avec Anaïs Fradet et moi-même en contact. Vous pouvez nous contacter à nanotechmec@agencerecherche.fr ou par téléphone.
Diapo suivante, s'il te plaît. Pour avoir plus d'informations également, nous avons réalisé un webinaire le 21 novembre dernier. Vous pouvez trouver les informations ou l'enregistrement de ce webinaire sur le site TerraForest de la même façon. Et nous allons organiser un événement le 7 décembre de matchmaking pour que, si vous êtes intéressé par l'appel, vous puissiez rencontrer des participants ou des potentiels participants à ce projet, discuter autour de ces différentes thématiques et potentiellement créer des collaborations. Et donc, si vous voulez vous inscrire à ce matchmaking event, les inscriptions se terminent le 3 décembre. Et de la même façon, si vous voulez trouver des partenaires de recherche, sur le site ERA4Health, vous avez un outil qui s'appelle Partner Search, dans lequel vous pouvez trouver des projets qui cherchent des partenaires ou des participants qui cherchent des projets. Et vous pouvez sélectionner en fonction de l'appel NutriBrain ou NanotechMake pour trouver potentiellement quelque chose qui vous convient. Et voilà, merci à tous. Michael, tu peux reprendre la main. Merci Méric, merci Martine. Donc désormais, je vais vous parler de Transforming Health and Care System. Donc un partenariat qui s'est lancé l'année dernière sur la question de l'organisation des systèmes de santé, et notamment ayant pour objectif de répondre aux challenges auxquels font face nos différents systèmes de santé actuellement, que ce soit des contraintes financières, des besoins en professionnels de santé, des besoins également en transformation des systèmes de santé d'un point de vue digital. Ce partenariat a pour objectif en fait d'essayer d'améliorer le parcours de soins, la continuité des soins et la différente intégration des services entre eux. Donc ce partenariat regroupe 58 partenaires européens, ça peut être des partenaires nationaux ou régionaux. Également, nous avons la participation de partenaires internationaux. Il y a 22 pays dans ce consortium, et également 3 pays associés, que sont la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis. Alors, ces différents partenaires peuvent être des agences de financement, peuvent être également des ministères de la Santé ou des ministères de la Recherche. Et on a également la participation dans ce consortium d'organismes de recherche. Au niveau français, l'ANR participe, ainsi que le ministère de la Santé et la DGOS. Et également, l'INSERM est un acteur de ce partenariat. Donc la participation totale des membres est d'un peu plus de 300 millions d'euros, avec une contribution de la Commission européenne de près de 90 millions d'euros pour un budget total de 390 millions d'euros. Et donc, malheureusement, je vais devoir être assez restreint sur les annonces pour l'appel 2024. Il est encore en cours de préparation. Une pré-annonce est prévue pour le début de l'année en janvier, avec un lancement de l'appel à projet en février, qui sera suivi également d'un webinaire, d'un infoday. Globalement, on va retrouver un petit peu les mêmes critères d'éligibilité que les critères qui vous ont été présentés précédemment. On pourra très prochainement vous en dire plus sur le topic de l'appel. Et je vais donc m'arrêter là pour Transforming Health and Care System et donner la parole à Monica pour la présentation de EP-Permade. Merci, Michael. Bonjour, c'est Monica Frenzel. Je m'occupe des actions médecine personnalisée au département biologie santé.
Et tu peux bouger à la prochaine diapo, s'il te plaît, Michael. Il y a un changement dans l'univers des projets ou initiatives qui ont reçu un support de la Commission dans la thématique médecine personnalisée. Cette thématique a été aussi choisie pour un partenariat cofinancé par la Commission, donc un Co-Funded European Partnership. Donc, les initiatives qui ont reçu un support par la Commission dans les années précédentes vont être intégrées, les thématiques vont être intégrées et continuer dans le partnership. Notamment, tout ce qui est autour du financement pour la thématique médecine personnalisée. Jusqu'au hier, nous avons participé dans un RANET, RAPERMED, et dans cette RANET, dans 5 ans, et 5 appels à projets, on a pu financer 111 projets dans la thématique médecine personnalisée avec une grande participation française, avec 52 projets avec des participants français. En total, un budget d'environ 130 millions d'euros a été investi et dedans, la France a participé avec 15 millions d'euros, donc un très grand partenaire, vu que ce partenariat était très grand avec environ 23 pays différents et 33 partenaires en total. Et plus de financeurs qui ont participé dans les appels à projets. Tu peux pousser le bouton, s'il te plaît, Michael, parce que c'est pour vous montrer, parce que je suis dans la même situation comme Michael Joly, ce programme a juste commencé, c'est dans ses premiers pas, donc je ne peux pas partager beaucoup sur la thématique du premier appel à projet, mais j'aimerais bien vous recommander de jeter un œil sur l'agenda stratégique qui a été publié le 28 avril 2023 et qui est la base en termes de thématiques pour ce partenariat, pour les appels à projets qui vont être lancés par EPPermed. Prochain diapo, s'il te plaît. En général, encore une fois, s'il te plaît, il y a une animation. Super. En général, l'agenda stratégique souligne un souci, surtout, c'est la problématique de connecter la recherche, l'innovation et l'implémentation. Si on voit cette image qui fait partie de l'agenda stratégique, aussi le logo du partenariat, on revoit les mêmes couleurs et les mêmes cercles. Et en fait, le partenariat souhaite, avec la recherche et d'autres actions financées, de mieux connecter la recherche, l'innovation et l'implémentation dans le système de la médecine personnalisée. Prochain diapo, s'il te plaît. Quelques chiffres. Ce partenariat est très grand, il y a 54 partenaires quand on pense sur la partie financement, la plupart c'est des financeurs, 40 financeurs de 24 pays différents, 4 pays associés et en plus dedans il y a des régions, donc il y a le partenariat et attire beaucoup de régions qui souhaitent aussi financer la recherche. Donc on a 2 régions européennes qui participent aussi dans ce partenariat. Le budget est très grand avec 375 millions d'euros et 80% de ce budget sera investi dans la recherche, dans 7 appels à projets, des projets Joint Transnational Call qui sont lancés annuels. Et aussi, il y a d'autres appels à projets type Network et d'autres plus vers l'innovation qui seront financés par ce partenariat. C'est un projet qui va vous accompagner pour les 10 ans qui suivent avec surtout 7 ans des activités autour de financement de la recherche. Donc, ce partenariat a commencé en 2023 et va se terminer en 2033. Prochain diapo, s'il te plaît.
Je répète ce que Michael a dit pour Transforming Health and Care System. Aussi, bien sûr, ces appels à projets médecine personnalisée dans le cadre de ces EP-Permet seront comparables avec des appels à projets qui ont été présentés dans ce webinaire. Par contre, je ne suis pas dans une position pour vous donner plus sur le sujet ni les questions d'éligibilité. Par contre, très probablement, début de la semaine prochaine, la préannonce sera publiée, donc vous avez beaucoup plus des informations. Et pour vous, c'est peut-être une information aussi utile. Le secrétariat de cet appel à projet est de l'ANR, et c'est moi-même et mon collègue Mathias Vertia, qui est à côté de moi. Nous sommes vos interlocuteurs pendant la préparation de vos propositions. Et cet appel à projet est prévu d'être lancé début janvier. Voilà. Et prochain diapo vous montre que le partenariat est déjà quelque part online. Donc, il y a déjà un site web, il y a déjà social media. Si vous souhaitez d'être au courant des activités de ce partenariat et surtout d'être les premiers d'avoir les informations sur les appels à projets qui suivent et les nouvelles informations publiées par ce partenariat, je vous recommande de regarder ce site web, mais aussi peut-être de suivre par les social media. Et notamment, l'ANR et votre interlocuteur est là pour vous si vous avez des questions autour des appels à projets en général, parce que l'ANR sera responsable pour la gestion des appels à projets dans ce partenariat. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Merci, Michael. Merci, Monica. On va désormais passer aux maladies infectieuses et à la résistance aux antimicrobiens. Sophie. Merci, Michael. Merci, Michael. Donc, je vais vous parler d'une initiative que vous connaissez probablement déjà, si vous êtes habitué aux projets internationaux dans le domaine des maladies infectieuses. Est-ce que tu peux passer à la diapositive suivante? Donc, le GPIMR pour Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance. Donc, c'est un programme qui est maintenant assez vieux. Hein, comme le disait Michael, ce sont les premiers programmes qui se sont créés. Donc, c'est un programme qui a plus de 10 ans maintenant et dont le but est de lutter contre la résistance aux antimicrobiens via une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé humaine, animale et environnementale, donc ce qu'on appelle en anglais One Health. Donc, dans ce programme, on a 29 pays qui sont impliqués et on a également des pays qui ne sont pas directement impliqués dans le programme, mais qui participent aux appels à projets que lance ce programme. Par exemple, l'Australie qui ne fait pas partie du programme, mais qui, depuis l'année dernière, participe aux appels lancés par ce programme. Au niveau français, donc la France est représentée dans le management de ce programme, dans la coordination de ce programme, donc via le ministère de la Recherche et l'ANR. Tu peux passer à la diapositive suivante, merci. Donc, ce qui est important, c'est de lire certains documents stratégiques pour comprendre un peu les orientations stratégiques du programme. Donc, parmi les documents stratégiques, on a l'agenda stratégique et on a les plans d'implémentation. Alors, jusque-là, on avait un plan d'implémentation. Malheureusement, là, on est un peu sur une période de transition et donc, du coup, nous n'avons plus de plan d'implémentation pour l'année 2024. Parce que le programme, justement, va être transformé et va se transformer en partenariat. On aura un plan d'implémentation pour le partenariat. Donc, je vous invite à lire ces documents. En général, les appels à projets sont centrés autour de 6 thématiques, donc 6 domaines prioritaires, donc les interventions thérapeutiques, diagnostiques, surveillance, transmission et environnement. Et le GPI organise à la fois des appels à projets, des appels à réseau, des workshops stratégiques. Et on a également une plateforme virtuelle et plein d'autres choses. Donc, ce qui est important pour vous, c'est qu'en 2024, on va lancer un appel à projet via ce programme. Ce sera probablement le dernier via ce programme, puisqu'en 2025, la GPI-AMR va laisser sa place au partenariat One Health AMR. Donc, ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, période de transition oblige. Si tu peux passer, merci. Donc, l'appel à projet qui va être lancé en 2024, c'est l'appel à projet que l'on appelle Impact. C'est un appel dont le but va être d'avoir des interventions pour mieux contrôler, prévenir et faire face à la résistance aux antimicrobiens. Donc, on va suivre la dynamique classique, on va dire, d'un appel à projet côté GPI-AMR, avec une ouverture tout début janvier, le 10 janvier, la clôture d'une première étape le 14 mars,
Une clôture de la deuxième étape le 30 mai et une clôture de la deuxième étape le 9 juillet 2024. Et les résultats seront annoncés en novembre 2024. Le budget pour l'ANR sera de 2 millions d'euros avec, comme je vous le disais, donc des budgets maximum. Donc le budget maximum est de 450 000 euros pour les participants français. Donc bien sûr, votre projet peut aller au-delà de 450 000 euros, mais les participants français au projet ne peuvent pas demander plus de 450 000 euros par projet, avec une aide maximum de 250 000 euros par partenaire et de 330 000 euros pour le coordinateur, donc petit boost si vous souhaitez coordonner le projet. Je serai votre point de contact national et le secrétariat de l'appel est en Israël et vous avez également sur son mail si vous souhaitez contacter le secrétariat de l'appel. Donc, au niveau de l'éligibilité, donc nous aurons un appel en 2 étapes avec pré-proposition et proposition détaillée. Votre consortium doit inclure un minimum de 3 partenaires provenant de 3 pays éligibles différents, dont au moins 2 pays européens ou associés. Le maximum, donc vous pouvez inclure 6 partenaires dans votre consortium, incluant les collaborateurs sur fonds propres. Et vous pouvez augmenter la taille de ce consortium, là encore un petit bonus, à 7 participants. Si au sein de votre consortium, vous avez un partenaire qui vient d'un pays sous-représenté, vous aurez une liste dans le texte de l'appel. Si vous avez un partenaire privé, donc d'une entreprise, ou un des partenaires est représenté par un jeune chercheur qui est défini pour la GPA-EMR comme 8 ans après sa thèse. Les objectifs scientifiques du programme, vous allez avoir une différence, on va dire, suivant si votre projet s'intéresse à la résistance aux antifongiques. À ce moment-là, le cadre est un petit peu plus large puisque vous allez avoir un axe de développement ou d'amélioration de nouvelles interventions pour améliorer le contrôle, la prévention et le traitement des infections fongiques résistantes ou potentiellement résistantes au traitement. Pourquoi on a cet axe un petit peu spécifique sur la résistance aux antifongiques? C'est qu'on a intégré dans la GPA-EMR la résistance aux antifongiques assez récemment. Et donc, pour ce dernier appel, nous souhaitons vraiment développer, on va dire, cette thématique et augmenter le nombre de projets dans notre portefeuille sur cette thématique de résistance aux antifongiques. Parallèlement à ça, nous aurons un deuxième axe donc, qui portera cette fois-ci à la fois sur la résistance aux antibactériens et aux antifongiques, qui portera sur la comparaison et l'évaluation de l'efficacité et de l'adoption par les parties prenantes d'interventions déjà existantes visant à améliorer le contrôle, la prévention ou le traitement des infections fongiques et bactériennes résistantes au traitement ou des améliorations possibles. Donc, l'idée de cette deuxième partie, c'est on ne veut pas de nouvelles interventions, de nouveaux traitements, mais on veut finalement voir quelle est l'efficacité de ce qui a déjà été produit, donc ce que vous avez produit vous ou ce qu'ont produit d'autres projets de recherche. Donc on compare les efficacités, on les évalue et on améliore, on voit comment on peut améliorer l'efficacité des solutions déjà existantes. C'est pour ça que cet appel est appelé Impact. Donc faites bien attention si vous souhaitez participer dans cet axe, c'est vraiment sur des thématiques qui sont sur des outcomes en fait qui sont déjà existants. On ne veut pas de nouvelles interventions. Au niveau de la définition d'intervention, on va couvrir un champ extrêmement large qui va induire des traitements, donc à la fois des traitements médicamenteux, des nouvelles, par exemple, des combinaisons de drogues, des nouvelles molécules qu'on peut trouver dans d'autres projets de recherche, mais aussi des traitements des eaux usées, par exemple, des protocoles de soins, de surveillance, des interventions sociales, sociétales, comportementales, donc comme par exemple des campagnes de sensibilisation, l'effet de remboursement ou déremboursement des antibiotiques, des obligations de diagnostic avant prescription, la prévention et le contrôle des infections, etc. Donc, quelque chose qui est extrêmement large. Tous les secteurs One Health sont possibles, mais uniquement si vous avez un impact en santé humaine. Donc, surtout, mettez bien en valeur dans vos projets quel est l'impact sur la santé humaine de ce que vous allez montrer au niveau animal ou au niveau végétal. Malheureusement, nous avons tous les ans beaucoup de projets qui sont inéligibles. Alors, cette inéligibilité, elle n'est pas due à la France, puisque l'ANR a été en possibilité de couvrir, de financer tous les domaines One Health.
mais ce n'est pas le cas de toutes les agences de financement. Donc, si vous êtes coordinateur du projet ou même si vous êtes partenaire, incitez vos partenaires dans le projet à vérifier leur éligibilité au niveau de leur propre agence de financement, et notamment au niveau des critères ONE. Et donc, c'est tout pour moi. Et je vais passer la parole à Sheila, je pense qu'il va nous proposer les appels de neurosciences. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Sheila Mejia, donc je suis coordinatrice des initiatives internationales en neurosciences. Et aujourd'hui, avec Anthony Petit et Gaël Doutour, nous allons vous présenter les projets de recherche qui sont prévus autour de cette discipline pour la période 23 et, fin de 2023 et début de 2024, ainsi qu'une nouvelle initiative qui est dédiée à la préparation d'un partenariat dédié à la santé du cerveau. Donc, si tu peux me donner la suivante, s'il te plaît, Michael. Donc, en particulier, dans la période mentionnée, nous allons lancer des appels à projets dans le cadre des 2 initiatives européennes complémentaires. La première, c'est les GPND pour European Joint Program for Neurodegenerative Diseases. Et la deuxième, c'est les Ardent Neurons, qui sont respectivement dédiés aux maladies neurodégénératives. La première, et de manière plus large aux maladies du cerveau, à l'exclusion des maladies neurodégénératives. Donc, pour la GPND, Anthony va prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Anthony Petit et j'aide Sheila en tant que chargée de projet scientifique sur l'initiative JPND. Diapositive suivante, s'il te plaît. Merci. Alors, les maladies neurodégénératives concernées par l'initiative JPND sont la maladie d'Alzheimer et les autres démences, la maladie de Parkinson et les troubles liés à la maladie de Parkinson, les maladies à prions, les maladies des neurones moteurs, la maladie d'Huntington, l'ataxie spinocérébelleuse ou encore l'atrophie musculaire spinale. Diapositive suivante, s'il te plaît. Dans le cadre de l'ERANET JPND, il y a actuellement donc un appel qui se clôture le 12 décembre 2023, dont l'objectif est de financer la création de groupes de travail de scientifiques experts visant à évaluer l'impact des technologies numériques sur la recherche scientifique et la pratique clinique impliquant les maladies neurodégénératives. Les projets déposés doivent avoir une durée de 12 mois et un budget maximum de 50 000 € et les agences de financement des pays mentionnés donc en bas de la diapositive participent à cet appel, donc l'Autriche, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et les Pays-Bas. Diapositive suivante, s'il te plaît. Par ailleurs, donc un autre appel relevant de l'initiative JPND auquel l'ANR s'associe va être prochainement lancé, donc début janvier 2024. Il s'agit d'un appel visant à améliorer les connaissances sur les mécanismes responsables de la progression des maladies neurodégénératives au stade précoce, ainsi qu'à faire progresser les moyens pour évaluer le développement de ces maladies. Donc les propositions doivent être fondées sur des hypothèses et avec une méthodologie rigoureuse. Donc nous avons indiqué en bas donc une liste des thèmes de recherche attendus, mais toutefois nous vous invitons pour plus de détails à consulter dans un premier temps la préannonce qui sera publiée prochainement, puis les modalités de cet appel sur le site donc JPND ou le site de l'ANR. Les agences de financement des pays mentionnés en bas de la diapositive participent à cet appel. Notez qu'il s'agit pour l'instant d'une information prévisionnelle et le budget réservé donc, à l'ANR pour cet appel est de 1,8 million d'euros. Diapositive suivante, s'il te plaît. Donc, quelques modalités, informations utiles concernant donc l'éligibilité. Donc, le consortium participant à cet appel doit impliquer un minimum de 3 et un maximum de 6 partenaires, coordinateurs inclus, travaillant dans 3 pays différents. Le nombre maximum de partenaires peut être porté à 7 si l'un des partenaires du consortium travaille dans un pays sous-représenté. Donc, la liste de ces pays sous-représentés sera consultée lorsque le texte de l'appel sera publié. De même, un maximum de 2 partenaires issus du même pays sont autorisés à participer à un projet déposé dans cet appel. Le budget maximum autorisé pour un partenaire financé par l'ANR est de 260 000 €. Le budget maximum autorisé pour un coordinateur financé par l'ANR est de 310 000 €. Donc, la proposition de projet doit être déposée par le coordinateur du consortium donc sur le site indiqué en haut de la diapositive. Donc, il s'agit d'un appel en 2 étapes. Les pré-propositions devront être déposées avant mars 2024 et les propositions complètes vont être déposées avant juin 2024. Donc, vous aurez toutes les informations et les deadlines précises lorsque l'annonce de l'appel sera publiée sur le site de JPND et sur le site de l'ANR. Nous vous invitons également à consulter notre règlement financier, comme vous l'a présenté mes collègues. Une page y est dédiée sur notre site avec des fiches pratiques pour notamment vérifier l'éligibilité de votre projet, donc du point de vue de l'ANR.
Et vous pouvez également contacter le call secrétariat, Sheila ou moi-même, via les adresses mail indiquées donc à droite de la diapositive. Merci beaucoup. Donc, je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Gaëlle pour l'initiative Neurone. Oui, merci Anthony. Bonjour à tous, moi je suis Gaëlle Dutour-Provenzano, donc je suis chargée de projet scientifique et je vais vous présenter le programme ERANET Neurone, donc, qui est une initiative européenne de financement de la recherche en neurosciences. Donc, je vais vous présenter l'appel à projet de 2024. Donc, il y aura une pré-annonce qui sera faite en décembre 2023 donc, et pour un lancement en début janvier 2024. Donc, le thème de cet appel sera l'interaction bidirectionnelle corps-cerveau. Donc c'est un appel à projet donc, qui vise à comprendre le rôle des interactions bidirectionnelles entre le système nerveux central et le corps, et particulièrement pour les maladies neurologiques et psychiatriques. Donc, il faut faire attention. L'appel financera la recherche fondamentale donc sur les mécanismes de cette interaction bidirectionnelle. Et ça peut également inclure les mécanismes, le développement de technologies et la recherche préclinique et clinique, donc en vue de développer des nouvelles stratégies de prévention, de diagnostic thérapeutique dans l'altération de la communication corps-cerveau. Donc, les pays, la liste des pays participants à cet appel sont affichés en bas de cette slide. Et donc, c'est une liste qui est pour l'instant prévisionnelle. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, pour les modalités de soumission, ce sera sur le site directement de l'appel Neurone, donc, dont vous avez le lien ici. Et pour un consortium, il y a 5 partenaires maximum, et donc il y a 3 minimum, et 3 pays doivent être représentés pour les pays financeurs qui participent à cet appel. Il y a la possibilité d'avoir un 6e partenaire qui s'ajoute s'il vient d'un pays qui est sous-représenté, donc la Croatie, la Slovaquie, la Hongrie, la Lituanie, la Turquie et la Lettonie. Et donc, la participation à cet appel pour des jeunes chercheurs est très encouragée, et nous avons un budget maximum par partenaire de l'ANR pour les Français de 250 000 et un budget coordinateur de 300 000. Donc, l'appel se fait en 2 phases. Donc, il y a la pré-proposition qui sera clôturée en mars 2024. Et en juin 2024, si vous êtes sélectionné, à déposer une proposition complète. L'appel le secrétariat de l'appel de cette et l'Espagne, et je suis le contact ANR ainsi que Sheila pour toutes les questions pour les partenaires français. Donc, je passe maintenant la parole à Sheila qui va vous décrire le futur de cet appel en neurosciences. Je reprends brièvement la parole pour vous présenter les derniers développements à propos d'une initiative qui a démarré en novembre 2024, donc le 1er novembre, ça fait exactement un mois aujourd'hui, et qui vise à faire des travaux de préparation pour le lancement d'un partenariat européen dédié à la santé du cerveau. Donc, les objectifs de cette initiative, c'est de générer les modalités de gouvernance, un agenda stratégique de recherche et innovation qui sera les documents de référence pour un tel partenariat, initier des liens solides avec des acteurs mondiaux qui sont leaders dans la discipline, commencer à générer les modalités des approches afin d'optimiser l'utilisation des infrastructures européennes, et évidemment établir une feuille qui nous permettra de communiquer toutes les actions qui seront développées à l'intérieur de ces partenariats. Donc, comme vous pouvez voir dans la partie base de la diapositive, nous serons, la prévision, c'est qu'il y aura une transition entre les dernières activités prévisionnelles des JPND et de Neurone et les démarrages d'un tel partenariat en 2025. Et
l'idée, c'est de faire un partenariat qui sera un peu plus, qui aura évidemment des appels à projets du type ARNet Neuron et GPND et accompagné de toute notre série d'activités, de structuration visant à améliorer la qualité de vie en s'appuyant sur la recherche et l'innovation autour de la santé du cerveau. Voilà. Merci. Avez-vous des questions générales? Exactement. Je me retourne vers Catherine, mais je pense qu'on a un peu de temps pour éventuellement répondre à des questions. Oui, beaucoup de temps, donc c'est idéal. Et je vois qu'il y en a une dans le chat. Alors, il y a une question sur le thème ERANET Neurone de 2025. Est-ce qu'on a une idée du thème? Alors, il a été mentionné, ce serait ce n'est pas encore lancé, mais ce serait les interactions bidirectionnelles corps-cerveau. Très bien. De toute manière, la pré-annonce doit sortir de manière imminente dans les prochaines semaines. Alors, la personne signale, il signale que c'est pour 2024. Alors, je ne sais pas s'il y a une incompréhension ou pas. Alors, oui, effectivement, on est à la fin 2023. Donc, en général, on lance les appels à projets en début 2024. Comme ça a été mentionné, toutes les processus d'évaluation a lieu en général en 2024, l'année du lancement. Et l'idée, c'est de commencer les projets l'année suivante, des préférences dans le premier semestre de 2025. Parfait, merci. Alors, il y a le chat, mais vous pouvez maintenant prendre la parole directement. Oui, excusez-moi, si je peux me permettre, c'est moi qui ai posé la question par écrit. Donc, je voulais juste savoir s'il y avait une planification à plus long terme des différentes thématiques qui allaient être mises en priorité. Voilà, En tout cas, elle n'est pas communicable. D'accord, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? J'aurais encore une question, si je puis me permettre. Est-ce que dans vos discussions sur les priorités des thématiques et des détails, alors en fait, je dois me présenter parce que je suis chair du Care Committee de la FENS, donc c'est le comité qui s'occupe de l'expérimentation animale. Et il y a eu une initiative citoyenne cette année qui demande le phasing out de toute utilisation des animaux dans la recherche au niveau européen. Donc la Commission européenne a répondu que, évidemment, en tout cas, surtout pour ce qui concerne la recherche en neurosciences, on n'est absolument pas prêt aux alternatives aux modèles non animaux. Mais je voulais savoir si vous, déjà, dans vos discussions sur les priorités, il y allait y avoir une priorité donnée aux projets qui n'utiliseraient pas les animaux dans leur recherche. Alors, est-ce qu'il y a un écho, je m'entends de Et les priorités ne sont pas encore décidées. Comme je vous ai dit, c'est des noms. Il a doublement la voix ou c'est qui moi? Oui, merci. Merci beaucoup. Comme je vous ai dit, la CSA vient de démarrer au 1er novembre. Donc, les priorités ne sont pas encore consolidées. Évidemment, nous avons des aspects qui ont à voir avec l'éthique. Et dans cette sphère, il est
très probable qu'on traite de l'utilisation responsable de l'exploitation animale et que ces alternatives soient considérées. Alors, est-ce qu'il y a une action spécifique pour promouvoir vers l'autre des manières générales à ces jours, ce n'est pas le cas. Mais clairement, ce seront des sujets qui seront traités à l'intérieur de ces partenariats. Merci. Le sens de mon intervention, si je puis me permettre, est surtout de ne pas pénaliser les gens parce qu'ils travaillent sur l'animal. Et donc, il faut veiller à pouvoir poursuivre le soutien financier des recherches parce qu'actuellement, on peut pas se passer de ça. Donc, voilà, c'était surtout ça que je voulais mentionner. Oui, évidemment, ce n'est pas d'actualité, mais on réflexionne sur ce qui est raisonnable devrait avoir lieu dans les cadres de cette CSA et de ces partenariats. Madame Guillot, vous avez levé la main. Oui, bonjour. Alors moi, je suis de l'ANR, donc je veux compléter ce que ma collègue Sheila est en train de dire. Donc moi, je suis Florence Guillot, je suis sur les initiatives maladies rares. Donc cette année, on n'a pas d'appel à projet. C'est pour ça que je reste cachée. Enfin, j'ai rien à présenter. Donc voilà. Mais juste pour compléter, nous, on a une réflexion aussi sur les modèles animaux dans les maladies rares et obtenir Notre plus grosse problématique, en fait, c'est d'avoir des modèles pertinents. Et pour l'instant, c'est le in vivo. Donc de toute façon, tant que les agences des médicaments, en tout cas pour le développement des médicaments, elles sont encore dans une problématique de modèle pertinent et in vivo. On n'est absolument pas prêt ni sur les organoïdes, ni sur le in silico. Enfin, ça va pas changer. Après, c'est vrai qu'il y a des appels à projets dédiés maintenant qui commencent parce qu'on veut lancer des nouvelles initiatives et puis faut quand même qu'on prépare le futur aussi, mais on va pas abandonner comme ça le modèle animal, hein. Merci. Il y a une question dans le chat, mais je pense que c'est plus une question liée à l'éligibilité. Peut-on appliquer à ces différents appels sans être statutaire? Donc, je comprends que peut-on déposer aux appels à projets sans être un personnel permanent, si je traduis bien. Ça, je peux peut-être répondre. Donc, ça dépend des appels. Alors après, pour NutriBrain et GPND, je pense qu'on pourra répondre plus particulièrement pour ces appels. Mais ça dépend vraiment des appels. Et donc, c'est pour ça qu'il faut regarder les annexes nationales pour chacun de ces appels. Puisque si on prend par exemple le cas de l'appel du GPA-MR, ce qu'on demande, c'est d'avoir un contrat qui couvre la durée du projet. Donc, pas être statutaire, mais par exemple avoir une chaire qui va couvrir la durée du projet. Et on vous demande d'envoyer les justificatifs prouvant que vous avez un contrat qui couvre la durée du projet. Mais c'est une particularité de cet appel-là. Donc après, c'est à voir pour les différents programmes. Merci Sophie. Et Martine, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, cela dépend également des règles des organisations de financement. Donc, à l'ANR, c'est vrai qu'un non-statutaire peut déposer, mais il faut vraiment avoir une lettre d'autorisation de la tutelle. Donc, c'est très important. Et après, il faut voir, c'est que les non-statutaires aussi vont peut-être être malheureusement un peu moins compétitifs par rapport aux autres chercheurs. Donc, c'est important aussi de bien de s'encadrer dans son consortium avec aussi de chercheurs seniors. Ce qui est l'idéal, c'est d'avoir un équilibre entre seniors et juniors. Très bien, merci. D'autres questions? Non. Apparemment, c'est très clair. Alors, allons-nous nous quitter maintenant ou y a-t-il une ultime
questions qui surgiraient? Apparemment, non. En tout cas, alors peut-être qu'on va conclure à présent. Je reviens sur mes propos de démarrage. Ces Il y a appels une à question, Ah, Catherine. eh ben, je reviendrai plus tard. Laurence Une Delay. question, pardon. Je ne vois pas la question. Alors, Et c'est couper les micros. ouais, merci. Bonjour, Laurence Delay, vous m'entendez là? Oui, très bien. Ok. Je suis désolée, j'ai pris le train en route parce que j'avais une autre réunion prévue au début de la matinée. J'ai regardé sur le site, je n'ai pas trouvé le draft de la lettre d'intention. Pour quelle initiative? Oui. Pour quelle initiative? PHS. Pour la partie santé. Probablement la transformation des systèmes de santé, c'est ça? Oui. Alors, pour l'instant, on est entre deux appels. L'appel 2024 n'est pas encore finalisé, n'est pas encore lancé. Mais il sera disponible pour l'appel 2024. Sinon, je peux également vous inviter à consulter le site du programme, donc directement le site web de THCS pour des informations additionnelles. Mais pour 2024, toutes les informations seront ajoutées au site ANR. Merci beaucoup. Alors, Madame Bonnet, il y a une complémentaire. C'est encore moi. Alors, j'avais une question par rapport aux ANR binationales. Donc, je pensais que vous alliez en parler aujourd'hui et je me demandais quand c'est l'année où c'est le pays partenaire qui évalue les projets, est-ce que vous, de votre côté, côté ANR, il y a une limitation budgétaire et en nombre de projets qui peuvent être financés? C'est quelque chose que vous discutez déjà en amont et donc finalement le pays qui est évaluateur ne va pas dépasser le nombre de projets qui impliquent des partenaires français, ou en fonction du budget ANR prévu, ou est-ce qu'il n'y a pas de limite? Comment ça marche? Est-ce que je suis claire? Je ne suis pas sûre à voir votre tête. Je ne sais pas si peut-être. Je peux répondre peut-être. Il n'y a pas d'écho, c'est possible. Oui, je suis Philippe Bouvet, je suis le responsable du département biologie santé. Vous m'entendez là? Pour le coup, j'ai plus du tout d'écho, je m'entends plus. Oui, donc alors pour les PR, ce qu'on appelle PRCI, des projets de recherche collaboratifs internationaux dans le cadre de l'APG, donc les bilatéraux avec l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des discussions en amont pour se mettre d'accord sur une enveloppe, mais assez large. C'est surtout un taux de succès. Donc nous, on vise des taux de succès un peu équivalents à ce qu'on a pour les projets nationaux, donc autour de 23%. Donc ensuite, chaque agence doit avoir le budget nécessaire pour. Et alors, mais dans les faits, c'est pas tout. Ça se passe pas toujours comme ça. En fait, par exemple, cette année, l'ANR qui était lead agency sur l'Allemagne, l'Autriche, par exemple, l'Autriche a eu des budgets en diminution au cours d'année, donc ils n'ont pas financé le nombre de projets que nous, on aurait souhaité pouvoir financer. L'Allemagne, de la même façon, a refusé de financer un certain nombre de projets cette année, pour des raisons budgétaires ou pour des raisons autres d'ailleurs. Donc c'est vrai que l'ANR n'est pas maître complètement à 100% de la liste finale. Mais du coup, s'ils peuvent intervenir à la dernière minute quand vous avez présélectionné des dossiers sur d'autres critères que la limitation budgétaire, ça veut dire que vous pouvez faire la même chose aussi cette année quand c'est l'Allemagne qui choisit les projets. Alors, oui. Vous pouvez couper votre micro. Oui, pardon.
Alors pour être tout à fait honnête, il y a quelques années, lorsque l'ANR avait des problèmes un peu budgétaires, eh bien, on ne finançait pas toutes les listes fournies par l'Allemagne, par exemple. Hein. On était très limitant. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Au contraire, on souhaiterait même financer un peu plus. Alors avec l'Allemagne, bon, c'est un peu exceptionnel qu'ils nous ont refusé des projets, c'est très exceptionnel. Donc là, PRCI, au global, on est plutôt à 18% de taux de succès, hein, comparé aux 23% sur les instruments nationaux. Donc nous, notre volonté, c'est plutôt d'augmenter ce nombre de projets. Donc en termes de budget, on n'est pas limitant. C'est ça qui est à retenir. Donc il n'y a pas de raison de refuser des projets qui ont été sélectionnés par une agence qui est Lead Agency. Voilà, a priori, il n'y a pas de raison, sauf cas exceptionnel, quoi. Merci beaucoup. J'espère avoir été clair. Très clair, merci. Ouais. Une ultime question, ou 2 ultimes questions, ou pas? Je pense qu'on peut s'arrêter là, mais je l'ai déjà tenté et ça a été relancé, mais tant mieux, tant mieux. Mais en tout cas, bon, on arrive sur l'heure de midi, donc je pense que c'est bon pour tout le monde. Vous aurez compris aussi que vous avez les coordonnées de chaque intervenant sur les appels à projets transnationaux qui ont été présentés, donc n'hésitez pas à les solliciter sur les dépôts que vous aimeriez faire. Je rappelle que c'est toujours des très bonnes marches de candidater à ces appels à projets transnationaux pour ensuite aller chercher des projets aux appels à projets du cluster santé Horizon Europe. Donc, n'hésitez pas, c'est toujours des bonnes expériences et par là même, vous pouvez aussi conforter vos réseaux divers et variés. Je vous souhaite un très bon appétit. Merci beaucoup aux différents intervenants de l'ANR. Je rappelle que ce webinaire donc, a été enregistré, sera mis en replay sur le site d'horizoneurope.gouv.fr avec la présentation. J'ai vu plusieurs questions en ce sens et un relais évidemment sera fait par mes collègues de l'ANR sur le site de l'ANR, me semble-t-il. Je vous dis à très bientôt et bonne journée et bon appétit à nouveau. Au revoir. Merci Catherine, au revoir. Merci, au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.